il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices, il faut te donner, il faut vraiment te tuer à la tâche quasiment. C'est le premier. Moi, je me suis tué à la tâche. La première année, c'était très très difficile. Je pense qu'après, quand ça commence à tourner, que tu as vraiment de nouvelles compétences, que tu vas plus vite, que tu as peut-être délégué un petit peu, tu peux vraiment bien kiffer ta vie, avoir des projets qui tournent sans aucun problème. Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle interview à la rencontre des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer PE pour les intimes, Pierre Elliott, l'Allemand de la chaîne YouTube éponyme, qui totalise un petit peu plus de 120 000 abonnés aujourd'hui. Je crois qu'on est un peu en dessous, 117. 117, 118, dans tous les cas, d'ici là que vous verrez la vidéo, on est à 120 000 abonnés, des millions de vues. Comment ça va, PE? T'es en forme aujourd'hui? Bah, ça va super Enzo, merci beaucoup, ça fait plaisir à chaque fois d'échanger avec toi, on l'avait déjà fait sur Twitch, c'était plutôt cool. Le replay d'ailleurs devrait être en ligne au moment où vous regardez cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, on mettra un lien dans la description quelque part. On a discuté pendant à peu près 2 heures, je crois, avec Roman également de la chaîne Ecom French Touch, et on a parlé justement de gagner de l'argent sur Internet, de comment est-ce que vous avez construit vos différents business et vos activités. Aujourd'hui, c'est à toi que j'ai envie de m'intéresser, ce qui se passe dans ta tête, quelles décisions tu as prises, comment t'en es arrivé là, les galères, les échecs, les remises en question, mais également les succès, les momentum qui ont marché et les pensées qui t'ont fait avancer et qui t'ont amené aujourd'hui à la création d'une startup. On en parlera certainement après avec le lancement de Skill qui est en train d'être fait en ce moment. Mais avant tout ça, Pierre Elliott, t'étais comment quand t'étais gosse? C'est une excellente question. C'est une très très bonne question. Et alors moi j'étais plutôt un garçon qui était extrêmement extrêmement vif, tout le temps en train de courir partout, tout petit, c'est le mec le plus petit de la classe, le mec limite qu'on aime bien embêter, tu sais, le mec on l'embête un petit peu, c'est gentil, tu vois, mais on l'embête. Et très rapidement en fait, j'ai sauté une classe très très jeune, j'ai sauté le CE2, je crois, un peu la classe inutile, tu vois, parce que, bon, selon des critères qui sont pas forcément justifiés, il m'avait fait sauter une classe, et du coup, je me suis retrouvé à être encore plus petit dans la classe, vraiment le minus, quoi, et un peu la victime à côté de ça. Donc, alors je vais pas du tout jouer la carte du mec qui a une vie difficile, c'est parce que c'est pas du tout le cas. J'ai pas eu une enfance où j'ai vécu sous les ponts, où j'avais pas d'argent, c'est pas le cas. Mais ma famille avait une vie vraiment très correcte. Mon père, il a un bon job, etc. Donc, j'ai jamais été dans le besoin. Par contre, c'est vrai que l'enfance, il y a pu y avoir quelques moments un peu compliqués de par justement cette période où j'étais un peu le minus de la classe. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je pense que j'avais beaucoup de rêves. Et c'est vrai que quand on grandit, ces rêves, on les perd un peu en chemin. Ou alors ils changent, ils se modifient. Mais on a tous un peu des rêves assez similaires. Quand on est petit, moi je voulais être footballeur professionnel. Voilà, alors j'ai vite compris à 12 ans que j'avais pas le level. Quand j'allais sur le terrain et que je me prenais un coup d'épaule et que je me retrouvais par terre, vu ma taille. Mais je fais pas 1m50, je sais pas si on me voit pas, mais je fais quand même 1m73. Parce que là, c'est vrai qu'on dirait que j'appuie dessus. Mais voilà, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai eu une vie en fait plutôt normale, c'est-à-dire quand j'étais petit vraiment, un parcours très classique. On m'a dit voilà, il faut que tu fasses de bonnes études. Donc j'ai été à l'école. En plus j'ai sauté une classe, donc tout le monde pensait que j'allais faire des études extraordinaires. Enfin mes parents comptaient quand même pas mal dessus. Je me suis orienté vers une filière classique S, voilà, parce que en fait le truc c'est que je savais pas du tout ce que je voulais faire, hormis les petits rêves de gosse que t'abandonnes malheureusement assez rapidement dans la plupart des cas. Et donc, mis à part footballeur pro, tu voulais faire quoi? Ben justement, j'en avais vraiment aucune idée. Tu sais, tu rentres parfois dans des délires aussi, tu as des périodes, à un moment tu dis putain, je vais être une rockstar, je vais être chanteur, à un moment tu veux être tennisman. Je t'aurais tellement imaginé dans un groupe de punk rock, non? C'était ça ton objectif? Ouais, c'est ça, ouais, exactement, avec la crête et tout rose, c'était mon rêve. Non, mais tu vois, on a tous des périodes un peu comme ça dans notre enfance, je pense. Je sais pas, peut-être à un moment j'ai peut-être même voulu devenir DJ, tu vois, des choses comme ça. T'as toujours un moment comme ça. Ça dépend des gens. Il y en a qui veulent être pâtissier. Bon, là, tu vois, il y a vraiment ça dépend de ta passion aussi quand t'es petit. Et moi, j'avais vraiment ce côté-là un peu. Il y a toujours un côté quand même réussite qui rentrait en compte en ligne de mire. Ouais. Un côté ambitieux parce que c'est toujours quelque chose, tu vois,
pas d'impossible, il y a rien qui est impossible, mais de très poussé à chaque fois. C'était pas juste je veux aider les personnes âgées, je veux être électricien, c'est génial, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'accès. Il y a des personnes, ce sont leurs rêves et c'est très bien. Et moi, j'étais toujours un peu dans l'excès et c'était pas forcément volontaire, hein, c'est ce que je disais autour de moi. Et un truc qui est assez marrant et que ma famille me raconte souvent, c'est quand j'avais 13-14 ans, aux réunions de famille. Alors après, on le prend comme on le veut, hein, mais je disais souvent à ma famille que j'allais être millionnaire. C'était sûr que j'allais être millionnaire. Alors que j'avais 13-14 ans, tu vois. Et on est quand même assez jeune pour avoir savoir ce que c'est en fait millionnaire, ça représente quoi, est-ce que c'est facilement atteignable? J'en avais aucune idée, mais je disais ça. Donc il y a toujours ce côté un peu là. Qu'est-ce que ça dégageait selon toi à ce moment-là? Qu'est-ce que ça représentait? Pourquoi tu avais envie d'être millionnaire? Ben, je pense qu'il y avait justement toujours ce côté d'ambition. En fait, pour moi, je pense que ce qui faisait que je disais ça, c'est que je savais au fond de moi que je voulais faire quelque chose de grand, et du coup, j'avais du mal à l'exprimer, cette grandeur. Et le seul moyen que j'ai trouvé d'exprimer, c'était la valeur monétaire. Parce qu'on peut pas dire, tu vois, quand t'as 13 ans, tu vas pas dire, un jour j'aurai 10 000 salariés. Tu vois, ça va rien dire. Donc, c'était toujours dans ce côté monétaire, qui me permettait à moi en fait de me projeter, je pense, quand j'étais petit, de me dire ok, si j'ai 1 million, dans ma tête j'aurais réussi. Alors aujourd'hui ça a changé évidemment mon état d'esprit, on en parlera, mais à l'époque c'était ça, tu vois. Je me disais ok, je veux réussir, donc mon rêve c'est faire 1 million. Donc, quel est le rapport à l'argent justement à ce moment-là? Tu disais ton père gagne plutôt bien sa vie. C'est quoi toi le rapport que tu as à l'argent? Est-ce que justement tu te dis ouais, je vais gagner des millions, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent? Comment est-ce que tu vas visualiser l'argent à ce moment-là? Bah, quand j'étais ado, j'étais assez ado et même études supérieures, j'étais assez capitaliste dans le sens où mon vrai but dans la vie c'était ça, tu vois. Je disais gagner de l'argent. Voilà, c'était ça. Et d'ailleurs, ça s'est traduit, comme on en a parlé au début sur mes vidéos YouTube, parce que c'était la thématique. Donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui a suivi son cours. Mais je pense que au final, ça, c'est plus profond. Il y a vraiment quelque chose qui est plus profond là-dedans, qui est justement, je pense, cette recherche de réussite, de grandeur, que j'ai eu, je pense, pendant des années, du mal à quantifier et à qualifier. Et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, je faisais ça. Et mon rapport à l'argent à l'époque, dans mon entourage, il y a personne qui était entrepreneur, il y a personne qui était véritablement millionnaire, si on peut dire ça. Moi, mon père, il gagnait bien sa vie, il avait un poste de cadre dans une grande boîte française, tu vois. Souvent expatrié à droite à gauche. Donc, disons que mon rapport à l'argent, j'avais pas de notion vraiment en mode ce qu'il est possible d'atteindre ou non. Mais je me suis forgé un peu cet état d'esprit au cours du temps, notamment en regardant des films, tu vois, on est tous tombés devant le Loup de Wall Street un jour ou l'autre, ces films-là, où tu te forges aussi un mindset. Est-ce que ce film-là, typiquement, il résume un peu l'état d'esprit que tu avais à ce moment-là? Est-ce que tu vois ce mec comme une idole? Est-ce que... Alors à l'époque, ouais. À l'époque, je me disais, c'est mon idole. C'est vrai que quand tu réfléchis bien, en fait, j'idolâtrais plus ses compétences. C'est un mec qui a des compétences extraordinaires. Il les a mal utilisées, malheureusement, enfin bien et mal à la fois. Et c'est vrai que c'était plutôt ça que j'idolâtrais, ainsi que évidemment le lifestyle qu'il avait. Tu te dis, il y a une vie de malade. Mais en fait, je pense que si j'étais dans son cas, que j'avais sa vie, je sais pas si je serais vraiment satisfait, parce qu'il y a quand même beaucoup de démons, de côté négatif, de stress. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est juste que tu as cette image-là, parce qu'après, ça reste un film aussi. Alors, c'est une histoire vraie, hein. Je veux dire, ça reste... Je vous invite vraiment à aller écouter les podcasts qu'il fait sur des podcasts américains, où il raconte justement la misère humaine, en fait, qu'il y avait derrière tout ça, c'est-à-dire la dépression, le mal-être, C'est très, très, très intéressant. Pour démystifier aussi, parce que je pense qu'il y a toute une génération qui est née avec cette vision, cette ambition Loup de Wall Street, qui a peut-être voulu devenir trader ou commercial ou machin sur cette base-là, ce qui, je pense, a été un peu mon cas, tu vois. Et la réalité que l'on voit pas, bien évidemment, dans le film, parce que c'est pas vendeur, même si on la voit un petit peu, on voit un peu la misère humaine à travers l'alcool un peu poussé à son extrême, à travers les problèmes que ça peut engendrer, mais dans la réalité que lui te partage, il y a quand même beaucoup plus ce côté introspectif, triste de la vie, tu vois.
Et c'est très intéressant à écouter, ouais. Très intéressant à écouter. Ouais, complètement, complètement. Et c'est vrai que je pense que c'est d'ailleurs un gros problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont identifiées à ça. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, dans les commerciaux, maintenant il y a beaucoup de commerciaux qui pensent que vendre, c'est être en costume, être un requin et aller croquer les clients en face, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Tu peux être bienveillant dans ton process de vente, bienveillant dans ton closing. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas forcément à cause de ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, c'était ça. C'était vraiment, j'étais en mode, moi, ma vie, c'est les millions, ça va être la déchéance, tout ça. Enfin, en tout cas dans mon esprit, parce que c'est comme ça en fait que j'avais entre guillemets été éduqué justement par ce type de film, ce type De success vidéo, story voilà, ou de success de story. marketing, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça du coup. Alors au lycée j'étais un peu perdu, donc comme je dis j'ai fait un bac S parce que mon père avait fait un Et bac à ce S. moment-là, comment ça s'extériorise? Est-ce que tu es encore en mode petit minus ou est-ce que justement tu commences à Ouais. plutôt t'affirmer, tu commences plus à développer un peu ton charisme, ta communication, tes échanges, etc. Comment tu te développes autour de ça? Bah, alors j'étais plus grand quand même heureusement, mais en fait j'ai grandi assez tard, c'est-à-dire que moi j'ai grandi plutôt en seconde première, donc c'est-à-dire j'ai rattrapé. Je suis pas non plus 1m60, ça aurait été flippant, mais enfin en tout cas pour moi, je veux dire, je Big pense up que à tous les frérots qui font 1m60. ouais, exactement. Mais voilà, le but c'est d'assumer et surtout tout est dans l'attitude. Mais moi, c'est vrai que ça, la petite taille m'a touché un peu quand j'étais petit et j'ai grandi assez tard. Et le gros problème aussi, il avait été avec les filles parce que les filles, elles me disaient tout le temps, on sortira ensemble quand tu seras plus grand, quoi. Et ça c'est le truc qui fait mal parce que elles t'aiment bien. Voilà, Oui, j'avais t'étais une le, petite t'étais le gueule friend sympa. tu te faisais friendzoner, quoi. Ouais, j'étais le petit frère, quoi. Tu vois. Ouais. Et ça clairement, c'est difficile à vivre. Et c'est vrai qu'au lycée, alors j'ai grandi, etc. Donc au lycée, je faisais 1m70, il n'y avait pas de problème, aucun problème. Euh, J'avais du coup développé un peu plus d'aisance sociale dans le sens où je m'intégrais plus facilement parce qu'il y avait plus ce problème. J'étais plus un peu le mec qu'on regardait parce qu'il était tout petit, tu vois. Ou quand on voulait embêter quelqu'un, bah au lycée, bon voilà, c'était plus moi, quoi. Je m'étais un peu affirmé. Donc je m'étais un peu affirmé. Toujours quelqu'un de très actif, toujours à faire des petites blagues, tu vois, un peu le petit rigolo subtil, tu vois, mais tout en étant, sans être non plus l'idiot, tout en restant cohérent et sérieux quand il le faut, tu vois, ça me caractérise un peu. Et c'est vrai que, bah, comme j'ai dit, j'ai fait du coup un bac S parce que je savais pas trop quoi faire. Parce que mon père avait fait ça, en fait, il a fait une école d'ingénieur, une grande école d'ingénieur. Je me suis dit, je vais faire pareil. Voilà, je suis fort qu'en maths, sur le papier, dans les notes. Je vais faire pareil. Hop, on va faire des mathématiques. Donc, bac S, ça se passe plutôt bien. Comme d'habitude, on valide tout, mais pile poil, tu vois, hein, du 12 sur 20. Depuis la sixième, c'est du 12 sur 20. On continue comme ça, tu vois. Jusqu'en terminale, jusqu'au bac, hein, le 12, il sort. Et c'est la Aucune classique. cohérence. C'est le truc qui est beaucoup plus compliqué au début, à la fin qu'au début, mais pareil. Ouais, Ça prouve que toujours c'est été comme ça. vraiment que dans la tête, quoi. C'est le cerveau qui fait le strict minimum, je pense, pour atteindre ça et qui s'arrête, quoi, clairement. Et, et après, du coup, là, c'est la question. Qu'est-ce que je fais? Je suis fait un bac S, je sais pas quoi faire de ma life. Au début, je voulais être footballeur, je voulais devenir le loup de Wall Street, je fais quoi? Toujours dans l'ignorance, je me dis, bah voilà, j'ai fait un bac S, je suis toujours fort qu'en maths, on va faire une prépa mathématiques supérieure. Donc là, le drame se profile, puisque prépa maths supérieure, donc c'est, pour ceux qui savent pas, hein, c'est du 14 heures de maths par semaine, 8 heures de physique et 6 heures de chimie. Je vais pas dire l'ennui total, hein. Il y en a qui adorent. C'est les préparations des plus grosses écoles, en gros. Ingénieur, ouais, voilà, exactement. Exactement. Et le problème, en fait, c'est que Et de la pour théorie. info, mon pote a eu genre C'est ça. 18 ou 19 en maths au bac. C'était la tronche en maths dans ma classe de terminale, donc en terminale S aussi. Et il est parti en maths sup, maths P. Et il a fait un an, puis il a dit allez tous vous faire enculer avec vos trucs de merde. Je retourne Ah bah boire j'ai des coups fait avec mes pareil. copains. J'ai fait pareil. Bah tu vois, au bac, j'ai eu maths sup, pardon, maths bac S avec spé maths. Je suis pas 16 au bac. Et en prépa, j'avais des 1 sur 20, tu vois. Donc imagine ceux qui avaient 4 en terminale, ce qu'ils auraient en prépa, tu vois, ce serait du négatif. Mais c'est pour dire, en fait, c'était que de la théorie. Et moi, je suis quelqu'un de pratique, enfin pratique. Plutôt, j'aime bien le concret, c'est plutôt ça. J'aime bien le concret. Et c'est vrai que quand il y avait des trucs, mais c'était vraiment à se tirer les cheveux et c'était terrible. Et du coup, au bout d'une semaine, je savais déjà que j'allais pas rester. Dans ma tête, c'était clair. C'était ce truc
mais ce n'est pas pour moi. Allez vous faire foutre, exactement. C'est ça, c'est allez vous faire foutre. Sauf que j'étais quand même dans cette spirale où j'étais pas sûr quand même, et puis il y avait mes parents et tout. Donc je suis quand même resté en prépa 1 an, à jouer sur mon ordi à des jeux, hein, évidemment. Et à la fin, du coup, puis je savais pas quoi faire aussi. Et à la fin, du coup, là, je me suis dit, OK, je vais prendre une filière plus commerce, plus large, où je vais apprendre des trucs vraiment plus concrets. Et j'ai fait un DUT, gestion entreprise et administration. Donc là, j'ai pu voir la compta, et puis t'as même pas embrayé sur une école de commerce. T'as basculé à la fac. Mais après. Ouais, exactement. Et après, j'ai fait école de commerce pour. En fait, c'est pour éviter de payer 5 ans d'école. J'ai fait un DUT pour payer que 3 ans, en fait. Et tes darons, ils disent rien à ce moment-là? Ils te laissent partir en DUT, non, ils sont pas un peu. Ouais. Bon, ils sont très ouverts d'esprit, mes parents, c'est ça qui est bien. Et mais comme j'aimais bien les maths, quand même, je me disais, c'est bizarre, t'aimes bien les maths, mais la prépa, t'aimes pas. Enfin, il y avait un truc qui allait pas. Et je me suis dit, bon, voilà, on va aller en DUT. Et le truc, c'est que comme c'est des matières que j'avais pas du tout vues au lycée, tu vois, au lycée, t'es sur du français, de l'anglais, de l'histoire, etc. Et là, on arrive dans du droit, dans de la compta, de la fisca et tout. Donc, j'appréhendais un peu le machin, tu vois. Et au final, c'était assez intéressant parce que c'est beaucoup plus concret. Alors, il y avait des cours plus ou moins intéressants, hein, comme partout. Mais j'ai eu des bases partout. Je suis pas bon partout, j'ai des bases partout. Et du coup, quand après t'es entrepreneur, et on en parlera, mais tu fais ta compta, t'as vu un peu de compta en DUT, ça t'aide. Tu vois, t'as des notions. Tu comprends ce que c'est un bilan, tu comprends ce que c'est un compte de résultat. Donc ça te dépanne. Un mec qui débarque de nulle part, qui a fait une prépa, tu lui montres un bilan, mais il panique. Tu vois, et c'est ça que je voulais éviter, c'est ça qui me manquait, c'était du concret. Et après, du coup, à la fin du DUT, école de commerce, toujours dans cet esprit Loup de Wall Street, c'était toujours là, hein, bien sûr. École de commerce, le petit costume. Et je suis allé au bout des choses. Pourquoi je suis allé au bout des choses? Parce qu'en école de commerce, je pense que ça va te faire peut-être marrer ça, j'étais dans l'association de finance de l'école de commerce, et j'étais président de l'association de finance de l'école de commerce. Et là où je m'asseyais dans le local de l'association de finance, derrière, il y avait un poster du Loup de Wall Street. Ok, donc tu t'es dit, le truc est parti loin. Le truc est parti loin. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien cette histoire, mais c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas être trader, tu vois. C'était pas du tout le délire. Moi, ce que je voulais, c'était effectivement vivre ma vie, être indépendant, faire un truc grand. Donc, le premier objectif à réaliser. Quand est-ce que ça arrive, ça, de vouloir devenir indépendant? Fin d'école de commerce. Fin d'école de commerce où je comprends, l'école de commerce, c'est très bien, ça te crée un réseau, ça t'ouvre des portes, sécurité maximale. Si je perds ma boîte aujourd'hui, demain, je peux avoir un job peut-être, tu vois, un bon job, sécurité. Mais je me rends compte quand même que pour ceux qui veulent être indépendants, qui veulent vraiment faire de très, très grandes choses, et on peut être salarié, faire de grandes choses, mais quelqu'un qui veut créer son propre projet, un truc vraiment, vraiment big et qui veut vivre sa life, à l'école de commerce, on t'apprend rien de tout ça. Il reste beaucoup de non concrets, de théoriques. Tu as les profs qui ont été chercheurs pendant 25 ans, ils n'ont jamais rien fait de concret de leur vie et ils t'enseignent des trucs. C'est décorrélé de la vie. Moi, je sais que par exemple, en 3 ans d'école de commerce, j'ai pas appris à créer un site internet. On est en 2021, tu vois. Je sais même pas comment fonctionnent les sites internet, je sais pas comment ça fonctionne le digital, la pub. On m'a rien appris de tout ça. C'était que des vieux trucs un peu tradis. Il y avait des notions intéressantes, évidemment, les travaux de groupe, tout ça, c'était très intéressant. Un petit swap, quoi. Ouais, les trucs comme ça, là, il y avait des matrices, je sais plus, mais je sais même plus, tu vois. Je sais même plus, des pestels, là. T'as dû apprendre le 80-20 quand même, non? En cours, si t'avais un bon prof. Tu vois, logiquement, je sais plus si c'était c'est peut-être en mercantile ou en marketing ou une connerie du genre. Où effectivement, sur un étude de cas concret, il faut faire attention que ton portefeuille client n'ait pas une tête trop grosse. Est-ce que tu as déjà vu ça ou pas? Ah, ça, je l'ai même pas vu, je crois. Il te dessine un poisson, d'accord? Et il te fait un poisson avec une énorme tête. Et en gros, ça représente le Pareto. C'est-à-dire que si tu as quelques-uns de tes clients qui te génèrent énormément de chiffre d'affaires, il y a un énorme risque. Ton poisson, il a une grosse tête et c'est pas bon. Il faut que justement, tu aies quand même une certaine proportion pour pas avoir un niveau de risque. Bon, j'avais retenu ça. Carrément. Non, mais alors, je sais pas si on m'a dessiné le poisson, mais en tout cas, l'idée, on me l'a évoqué. Mais c'est vrai que il y avait quand même beaucoup de théories et je me disais, alors c'est pas autant que la prépa quand même, hein, faut pas aller trop loin. La prépa, c'est vraiment de la théorie à l'état pur, c'est-à-dire que c'est inapplicable dans ta vie quotidienne limite, du coup c'est du domaine de l'invisible quoi limite. Mais l'école de commerce c'est quand même, en fait c'est très axé salarié, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on on t'explique des trucs qui vont t'aider à être salarié dans une boîte. Mais si tu veux être le créateur de la boîte, on t'apprend pas rien, mais presque.
Et c'est là que c'est problématique. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, moi j'ai vu le truc venir, tu vois, vraiment gros comme un ballon. Je me dis, ok, moi mon objectif c'était d'avoir une vie un peu comme le loup de Wall Street. Et là on m'apprend à être salarié. Je vais être salarié, ok. Dans 10 ans, je suis quoi? Je suis salarié plus, j'ai un job un peu mieux, j'ai plus de salaire. Mais la vraie life que je veux, elle arrive jamais en fait. Et là, je commence à cogiter et à rechercher sur Internet la classique. Hein. Donc ça arrive vraiment en dernière année. Dernière année, je suis en T'as déjà césure. fait quelques stages du coup? Ouais, exactement. J'ai fait des stages. J'étais en césure basée aux États-Unis à l'époque, chez Michel et Augustin qui ont une succursale là-bas. Très intéressant. Sympa ça comme stage, ouais, sympa. Ouais, j'avais beaucoup de responsabilités. J'étais responsable de tous les magasins qu'il y avait sur New York et Brooklyn, donc plus de 150 shops où je disposais les cookies, j'allais voir si tout se passait bien, tu vois, des trucs comme ça. Donc vraiment intéressant. Et c'est vrai que là, je découvre un peu l'entrepreneuriat parce que là-bas, c'est une petite start-up. Hein. C'était une petite start-up et je me dis, j'ai quand même beaucoup plus de responsabilités, c'est beaucoup plus cool. Mais il y a toujours ce truc en mode, j'ai toujours quand même des comptes à rendre à quelqu'un. Beaucoup moins évidemment que dans les stages, dans des grosses boîtes, etc., où tu as beaucoup de process. Donc c'était beaucoup plus cool. Mais j'avais toujours ce truc en mode, en fait, il y a un truc que j'aime pas, je me disais, c'est vraiment rendre des comptes. Ça, c'est un truc que je déteste. J'aime bien qu'on me laisse tranquille, que je fasse mon truc, pas dans mon coin, parce que je sais qu'à un moment, il faut une team et des choses comme ça, mais qu'on me laisse faire mon truc et j'en ai marre qu'on soit sur mon dos, quoi. Tu vois, okay. C'était ça le truc. J'ai une personnalité comme ça. J'aime pas qu'on est sur mon dos. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'étais chez Michel Augustin, le soir, donc je terminais vers 18h, truc du genre, le soir, j'allais au Starbucks et de 19h à minuit, je travaillais. Voilà. Je travaillais, je regardais. Alors au début, je me formais, hein, je regardais sur YouTube parce que j'y connaissais rien, je savais même pas de ce que je voulais faire. Donc je tapais, tu connais sur Google, gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent sur Internet. Voilà, exactement. Donc YouTube, Google, ensuite tu commences à dévier, comment devenir trader, forcément tu le tapes une fois, hein, comment investir en bourse, dans l'immobilier, comment faire ci, comment faire ça, comment avoir des revenus passifs, tu fais la totale. Et au bout d'un moment, tu commences à avoir une certaine représentation de ce que c'est tout ça et de ce que tu as peut-être envie de faire. C'est un peu flou, mais tu as des représentations. Moi, première chose qui me vient, évidemment, on est en 2017, tout le monde parle de l'e-commerce, on va pas se le cacher. Donc moi, je me lance dans l'e-commerce. Et premier plantage, hein, j'y connais rien, donc forcément je fais un truc de merde, un site pourri avec des colliers pour chiens et ça marche pas parce que j'ai pas d'argent. Donc le fameux collier pour chiens lumineux. Le fameux, on doit être 10 000 à avoir fait un shop qui a pas marché là-dessus, je pense. Il y en a quelques-uns qui ont fait quelques millions. Ouais, bien sûr. 20-80. C'est ça, exactement. Peut-être. Et c'est vrai que, en fait, c'est même pas le problème, c'était même pas le produit, c'est que j'avais 100 balles parce que j'étais en stage. Hein, donc 100 balles, t'es à New York, là-bas quand t'as pas de thune, t'as pas de thune. Hein. Le loyer à 1000 balles, tu le sens passer, tu vois. Et du coup, j'avais 100 balles. Je me suis dit, ok, je prends ces 100 euros, je les mets en pub Facebook. J'y connaissais rien, je savais même pas faire une campagne et on voit ce qui se passe. Et j'ai perdu les 100 euros et mes pubs, mais c'était d'une immondité. Je les ai re-regardées après, mais je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de faire des pubs comme ça, quoi. C'est normal que ça marchait pas, quoi. Ouais, je mettais une photo de chien et je mettais le collier est super, vraiment cliquez là, tu vois. C'était limite ça. C'était limite ça. Et là, échec. Donc forcément, tu as un shop avec 80 produits dessus, mais t'as pas de trafic, t'arrêtes. T'as pas d'argent, t'as pas de trafic, t'arrêtes. Ou alors tu fais du SEO, mais tu passes 10 ans, il faut des compétences. Donc c'était mort. Je lance un blog après parce que je commence à regarder aussi beaucoup de vidéos sur les blogs. Je voyais revenus passifs et tout. Donc là, j'ai quand même appris des compétences. Je sais lancer un shop, je sais lancer une campagne Facebook, même si elle est ratée, je vois un peu. Je sais lancer un blog, important aussi. Sauf que le blog, une fois qu'il est lancé, je me dis, mais en fait, je déteste écrire. Et alors, sauf les mails, ça va, mais je savais pas à l'époque, mais les articles, je déteste. Et en plus de ça, je sais pas quoi dire. Donc forcément, je m'arrête aussi. Donc 2 échecs. Alors, c'est pas des échecs où j'ai perdu 100 000 balles, hein, mais ça reste des échecs parce que tu perds du temps, et le temps, c'est quand même le truc le plus important. Et tu te décourages pas à ce moment-là? Tu te dis pas, ouais, non, c'est pas pour moi, ça marche pas. Un peu. En fait, alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de se dire, mais en fait, je suis un gland parce que je lance des trucs que je finis pas. Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin parce que je lance et que je continue pas? Il y a une perte de motivation, tu vois. Je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est pas pour moi, je vais retourner salarié, tu vois. Donc, c'est ça qui fait le plus mal, en fait. C'est même pas le fait de se dire que j'ai pas les capacités parce que ça, je savais quand même. J'étais très confiant. Je me dis, voilà, si je veux quelque chose, je vais y arriver. Mais à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas ça qui me correspond. Et c'est ça qui me fait mal, c'est de se dire, en fait, ça se trouve, je m'imagine une vie qui est en fait pas pour moi. Et là, c'est compliqué parce que tu te remets en question, etc.
Et surtout, après, C'est tu sais qui plus les quoi faire. Parce que, influenceurs à ce moment-là que tu suis et qui définissent justement cette vie que tu as envie de te créer? alors, alors, pour dire ceux que je regardais en toute transparence au tout début quand je me suis lancé, euh, je n'ai pas de mal à le dire, hein, c'était Théophile Lelier, parce que c'était vraiment celui qui prédominait en 2017 sur YouTube, il était partout. Il y avait aussi Léo Guillot sur le dropshipping, les colliers pour chiens, forcément. Il y avait Sphinx aussi, Jean-Luc Monteagudo. Mais après, mes plus grosses inspirations n'étaient pas forcément françaises. Là, c'était juste que je me nourrissais de contenu Ouais. en français parce que c'est plus simple aussi, etc. Et c'était intéressant, ça restait très intéressant parce que aussi pour se projeter, pour se dire que c'est possible en France, je regardais les personnes en français. Euh, Sinon, en Angleterre, Tu je sais que regardais. Sphinx s'est lancé dans la musique? Ouais, bien sûr, il m'a écrit l'autre jour, on a parlé vite fait. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Ouais, j'ai vu, il s'appelle Parfait. Ouais, 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 ouais. très cool. Ouais, ouais, il a l'air très sympa. Et c'est vrai que je regardais aussi en Angleterre un mec qui s'appelait, alors, c'est un russe, Andrei Kreisberg, qui lui avait lancé une boutique eBay. Il n'est pas très connu, mais il a fait plusieurs millions sur eBay. Donc je regardais lui parce que ça m'intéressait, c'est du e-commerce. Et par contre, le summum, c'était du Gary Vee, quoi. À l'époque, je me souviens, j'allais je crois que c'est Barnes Noble aux États-Unis, un truc comme ça. Mhm. J'allais acheter mon petit magazine entrepreneur avec la tête de Gary Vee dessus et j'étais content. Il y avait aussi du Grant Cardone, hein, tout ça, c'était mes grosses inspirations, c'est les plus grosses, voilà, de manière générale. Gary Vee, ça l'est toujours. Gary Vee, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qui représente pour toi qui te plaît? Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a vraiment là, ce qui fait que je m'identifie beaucoup à lui, c'est le côté hustler, c'est-à-dire vraiment le côté en mode. Lui, il a une énorme boîte, mais il l'a pas monté en mode startup. Il l'a vraiment monté en mode je suis un hustler, je travaille jour et nuit, j'en ai rien à foutre et un jour ça va passer, tu vois. Donc il y a ça. Il y a aussi sa forte honnêteté, c'est quelqu'un de très franc, tu vois. Il hésitera pas à te dire les choses. S'il y a un truc, tu vois, ou s'il pense un truc de toi, je pense qu'il te le dit cash. Il y a ça, et aussi la transparence, l'authenticité est très importante, et aussi le fait qu'il est vraiment. C'est un mec qui a tout compris au niveau du personal branding. Bon, je pense que c'est probablement le top 3 dans la planète, hein, top 3 personal branding. Le mec a tout compris. Il était sur YouTube en 2006 à présenter des bouteilles de vin. Donc, quand on est à ce niveau-là, c'est que t'es vraiment balèze. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que le mec, il est visionnaire, il a tout compris, et il reste très authentique malgré le succès qu'il a. Et je suis pas un copieur, donc moi, j'ai pas envie d'être comme lui, parce que c'est pas forcément moi, on est différents, mais il est inspirant. Ouais, Il est grosse inspirant. inspiration, quoi. Ok. Ouais, exactement. Exactement. Et du coup, ouais, alors je disais exactement ça. Je regardais sur YouTube, du coup, plutôt en français, Théophile, des choses comme ça. Et c'est ça qui m'avait lancé mon blog, c'était plutôt Théophile. La boutique dropshipping, c'était plutôt Léo et Sphinx. Et je pense que, tu vois, il y a des gens, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent oui, c'est des personnes qui ont donné de mauvais conseils, par exemple pour Léo. Alors je le connais pas du tout, hein, mais on dit ça souvent. Et moi je trouve pas. Je trouve que justement c'est des personnes qui ont aidé les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que même si tu te craches, ben t'as appris des choses. Et moi, si j'en suis là, c'est aussi grâce à eux. Parce que tu vois, là, je suis en train de lancer Skill par exemple, mais c'est aussi grâce à eux. C'est grâce aux échecs que j'ai eu en dropshipping et pour créer un blog. C'est grâce à ces personnes-là. Donc mine de rien, tout ce qui est dropshipping, e-commerce et même tout le reste autour, hein, tout ce qu'on voit sur YouTube, et même moi d'ailleurs les vidéos que je fais aussi, ça crée des entrepreneurs. Parce qu'il y en a peut-être que 2% qui vont créer des projets énormes, mais il y en a. Et ça permet de faire aussi de faire grossir le pays, les entrepreneurs du pays, de la France. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant à dire, et on le dit pas souvent. Donc YouTube est un vivier de création d'entrepreneurs, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et alors j'en étais où? J'en étais sur Ça mes t'a échecs. motivé, Voilà. ça, du coup, à toi aussi faire du contenu et toi Bien aussi sûr, repartager ça? Ouais. bien sûr, parce que c'est vrai que tu vois, comme on en avait parlé hein, sur Twitch, quand on voit certaines vidéos à mes débuts hein, sur comment gagner tant d'argent, etc. C'est vrai que sur le coup, tu peux te dire, mais en fait, le mec, il t'apprend plein de stratégies, mais t'as l'impression, tu peux te dire, il aide personne, tu vois, ou on sait pas qui il aide, qui met ça en place, tu vois. Mais au final, j'ai énormément de retours. Alors évidemment, sur les 5-6 millions de vues de la chaîne, il y a peut-être 1000 retours comme ça, tu vois, maximum. Mais j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit à gauche, à droite, ah, grâce à tes petites stratégies, j'ai réussi à créer ma boutique e-commerce avec du trafic Pinterest, tu vois, les trucs un peu qui, tu vois, t'imaginerais même pas, tu vois, les trucs qui sortent de nulle part que j'ai montré dans une vidéo. Et les mecs, en fait, et c'est là où c'est vraiment les personnes qui réussissent, que tu vois que c'est eux qui réussissent, parce que
ils se sont appropriés ce que j'ai raconté. Au lieu de se dire, il me montre ça, je copie, puis on voit, ils se sont appropriés. J'ai parlé de Pinterest pour un truc, le mec s'est dit, ah, Pinterest, ma boutique e-commerce, tac, tac, tac. Et du coup, ça lui a donné une idée et il a fait grossir son business comme ça. Et j'en ai plein d'autres dans mon audience qui ont créé des business comme ça, qui sont en e-commerce, ou même des trucs un peu différents, des agences, des choses comme ça. Et je suis extrêmement reconnaissant par rapport à ça, parce qu'on ne voit pas forcément, et les personnes ne nous le disent pas forcément, mais je sais qu'il y en a, parce qu'on me l'a déjà dit. Ouais, c'est d'ailleurs assez frustrant x10, quand tu es créateur de contenu. Ouais. Les gens ne te donnent pas ils te donnent souvent des feedbacks négatifs. Il n'y a pas de problème dans les commentaires, ça se fait plaisir. Mais les vrais success stories, en général, tu les entends pas. Moi, j'en ai entendu beaucoup parce que j'ai eu la chance d'aller rencontrer mon audience, de faire plusieurs tours de France, etc. Et donc là, tu as des gens, tu n'as jamais vu son nom quelque part. Tu n'as jamais vu le truc, tu vois. Et il se pointe et dit, ah, super, je te suis depuis 2016. Bon, bah voilà, j'ai construit ça. Voilà ma femme, voilà mes enfants. Voilà le business qu'on a créé. Grâce à toi, quoi, tu vois. Ouais, t'as changé sa vie, quoi. C'est fou de pouvoir croire qu'on peut changer la vie de quelqu'un, mais en tout cas, t'as eu un impact. Et puis, c'est des gens que t'as jamais vus en commentaire, ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni nulle part. Et c'est des gens qui sont vraiment appropriés ce que tu as fait, ou l'étincelle, ou l'énergie, ou la méthode, et qui en ont fait quelque chose. Et c'est vrai que c'est un truc assez frustrant quand tu es créateur. Ouais, et puis même, tu as aussi des gens qui te copient et qui réussissent. Moi, ça me dérange pas, hein, quand quelqu'un débute et qui me copie. Moi, tu veux parler de Romani comme French Touch, peut-être, qui a copié complètement ta méthode de YouTube. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je parle plutôt, tu vois, d'une personne. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu le live, allez voir le live. C'est une private joke. Ils bossent beaucoup ensemble. Ils ont beaucoup échangé ensemble. Ils ont vraiment grandi ensemble. Il n'y a pas ce problème-là entre les deux. Exactement. Mais c'est plutôt, tu vois, quelqu'un dans mon audience qui va, je sais pas, tu vas copier l'un de mes mails ou des trucs comme ça. Ça, je m'en fous parce que moi, je l'ai fait. Au début, tu copies. Et ensuite, tu t'inspires. Quand tu commences à vraiment décoller, tu t'inspires parce que forcément, tu peux plus copier. Et puis, au bout d'un moment, il faut ta vraie patte à toi, tu vois. Mais au début, tu te cherches. Donc, tu vas copier un peu et c'est normal. Alors, j'en étais aux échecs. On continue par là, hein, si tu veux bien. Vas-y. C'était donc je regarde sur YouTube, voilà, c'était e-commerce, blog, donc les 2 échecs. Et après, je tombe du coup sur le mec dont on a parlé tout à l'heure, Andrei Kreisberg, un russe. Donc, je suis toujours aux États-Unis. Hein. Je suis toujours à New York pendant 6 mois. Hein. Au Starbucks, évidemment, toujours avec ma même boisson que j'ai oublié. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, un thé glacé, je sais plus quoi là. Et c'est vrai que je tombe sur ces vidéos et lui il me montre un truc que j'ai jamais vu en France. C'est vendre sur eBay, donc du e-commerce, faire du dropshipping, mais pas avec AliExpress. Alors lui, il fait un truc, c'est que il vend un produit sur eBay et il le prend sur Amazon ou Walmart ou quoi. Alors je me dis mais il y a vraiment des gens qui achètent sur eBay sans regarder si c'est moins cher sur Amazon. Ouais. Et la réponse c'est oui. Il y a des différentiels de 15-20% parfois, ce qui est énorme. Et ce mec, il fait ça, il monte ses chiffres. Ce qui fait ta marge, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et le mec, il monte ses chiffres, et tu vois que le mec, il a des dashboards, et je connaissais le dashboard eBay, parce que eBay, c'est une plateforme que j'aimais déjà avant. J'affectionnais beaucoup, parce qu'il y a des objets de collection, des choses comme ça. Et c'est vrai que je vois son dashboard, et je sais que c'est pas trafiqué, et je vois 1 million de ventes, 2 millions de ventes, 3 millions de ventes. Je me dis, ah ouais, d'accord. Ok, il y a un truc à faire. En vendant sur eBay, une plateforme que je connais déjà, en plus, plutôt bien, on va tenter le coup, tu vois. On va tenter le coup. Et en France, ça n'existe pas. Je tape sur YouTube. Il y avait peut-être un mec qui avait 1000 abonnés sur YouTube, qui faisait des vidéos de temps en temps là-dessus, tu vois. Mais c'est vraiment, personne n'en parlait. Okay. Je me dis, écoute, c'est le moment de tenter le coup. Je me mets sur eBay France, hein, parce que le mec était sur Angleterre. Moi, je me mets sur France, qui est les plus gros eBay, c'est US, Australie, France, Allemagne, Angleterre. Je me mets sur France. Et là, je commence à faire ça. On était à Noël, c'était en décembre, donc je mets des jouets, je mets des toupies, je sais plus, il y avait plein de jouets, des jeux de société, tu vois, parce que c'était Noël. Donc je mets tout ça, et je crois au bout de 2-3 jours, je fais une vente, tu vois. 2-3 jours, je fais une vente, je gagne 4 €, je vends une toupie Beyblade, un truc du genre. Voilà. Et je me dis, ok, le truc, ça marche. J'ai fait 4 balles. Ça marche. C'est 4 balles, c'est rien, mais ça marche. Et en un mois, donc jusqu'à la fin décembre, jusqu'à Noël, j'ai fait 1000 € de CA, un truc genre 1000, 1300, un truc du genre, avec genre 200, 300 de bénéfices. Ça y est, les premiers euros sur Internet. Ouais. Et là, tu te dis, c'est assez fou. Et ce qui est marrant, c'est que en plus, quand tu fais cette vente, tu te dis, mais j'ai l'air complètement con parce qu'en fait, tu es sur eBay, tu as les coordonnées de la personne, tu vas sur Amazon, tu recherches le même produit
et tu fais comme si tu commandais pour toi le produit, sauf que tu mets l'adresse de l'autre personne. Et là, tu te dis, mais attends, ça va vraiment marcher ou pas? Amazon, ils vont rien dire, ils vont vraiment lui envoyer, la personne va-t-elle recevoir la facture? Il y aura un colis Amazon, tu te poses plein de questions. Tu te poses plein de questions, mais au final, pour avoir fait plusieurs milliers de ventes, jamais eu de soucis avec ça. Tu peux demander de ne pas mettre la facture dans le colis ou Ouais. pas? Ouais, tu peux mettre version cadeau, envoyer comme cadeau, ça enlève la facture. Par contre, le packaging, c'est forcément écrit Amazon. Donc moi, ma stratégie, Bah ça a oui, été de dire, mais on est stocké chez Amazon. voilà, exactement. Réseau logistique Amazon, voilà. Et ça marche très bien. Il y en a très peu qui te demandent, mais quand c'est demandé, voilà, c'est simple. Et ce qui est bien en plus aussi pour Livré les rapidement? retours, ouais, Amazon Prime livré en 24 heures, donc que des avis positifs. Et en plus de ça, retour facile parce que Amazon te fournit un bordereau d'expédition, donc tu le donnes à la personne, tu lui dis vous collez juste ça, vous le foutez à la poste gratuitement et c'est retourné. Voilà, service client maximal sans être sur la plateforme. Et ça c'est assez fou parce que ça marche. Et il y a des gens qui font ça aussi avec Walmart, avec d'autres shops, et tu peux même faire ça avec AliExpress si tu veux. C'est ce que Gary Vee en parlait beaucoup de faire du retail. Il y a une application Amazon qui te permet de scanner un code barre de produit et ça te dit combien c'est vendu en moyenne sur Amazon. Ouais. Il en parlait à un moment donné quand il était dans ses délires où il allait faire des garages, des marchés, etc. Et il en parlait beaucoup de faire du retail que je ne connaissais pas du tout. C'est du retail, quelque chose où il y a un truc avant retail ou du... Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, ça, c'est de l'arbitrage. Voilà, c'est ça. Du fait du retail arbitrage, exactement. Ouais, exactement. T'achètes sur un shop pour le revendre ailleurs. Et t'as des gens qui font ça en physique. Il y a un mec aux États-Unis qui a une grosse histoire. Je crois qu'il a une boîte à plus de 10 personnes maintenant. Alors, je me souviens plus exactement des détails, mais c'est un mec qui a acheté les jouets chez Toys R Us et il les revendait sur Amazon. Et le mec, il a créé une team de 10 personnes juste en faisant ça. Il est chez Toys R Us, il achète les jouets, il les revend sur Amazon. C'est hallucinant. C'est hallucinant, tu vois, de se dire que ça marche. Et ça fait vivre des gens. Et donc, du coup, toi, prise de confiance en toi, les premiers euros, ça marche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, 1300 le premier mois. Après, c'est Noël, donc je me fais pas d'illusions. Je me dis, voilà, il y a aussi un gros bump sur la... Enfin, ça a explosé sur la plateforme aussi. Il y a beaucoup plus d'acheteurs, donc beaucoup plus de ventes. Les mois d'après, ça stagne un peu. Je crois que j'ai dû aller peut-être à 1500 euros de vente. Ça stagnait un peu. J'avais un peu du mal à scaler ce business, à le passer à 10 000 ou un truc comme ça. C'était toujours un peu dans un ventre mou. Et pendant plusieurs mois, c'était comme ça. C'est-à-dire que j'arrive à le passer à 2 3 000, 4 000 de CA. Donc, c'est-à-dire peut-être 1000 euros de bénéfice max. Mais j'ai du mal à faire à passer en mode, je vais en vivre totalement, tu vois. Donc, j'ai eu du mal. Donc, je me suis un peu. Mais à ce moment-là, c'est décidé. Je vais être un entrepreneur. Ouais, alors oui, sauf que en revenant en France, j'avais ma dernière année d'alternance, parce que là c'était la césure juste avant la dernière année. Il y a la dernière année d'alternance, et je me dis ok, j'ai payé 20 000 balles dans une école de commerce, je peux pas encore vivre de mon business, je vais quand même terminer. La dernière année elle est gratuite parce que c'est l'alternance, donc c'est l'alternance qui paye le prêt. Donc je me dis je vais quand même terminer pour assurer, ce serait débile d'arrêter là, tu vois. Surtout que j'ai pas la sécurité encore. Donc je prends mon alternance, 1 an, j'étais consultant en recrutement. 9h 18h, donc quand même grosse journée, tu vois, pour pas un job quoi, pas un job de salarié, c'est quand même une grosse journée, et c'est des journées qui s'arrêtent pas, c'est pas en mode je suis sur l'ordi à glander, machin, c'est vraiment ça fuse toute la journée, ça fuse, mais en mode t'as pas le temps de regarder le téléphone quoi. Donc c'était cool parce que j'aime bien quand c'est dynamique, mais du coup encore une fois je devais bosser le soir sur mon business. J'avais du mal à le scaler sur justement cette partie e-commerce, et je sentais aussi un manque de passion sur l'e-commerce, tu vois, en tout cas sur cette pratique de l'e-commerce. C'est-à-dire que j'avais réussi à faire des centaines d'euros, de bénéfices tous les mois, mais je me disais est-ce que je vais vraiment vivre de ça? Est-ce que je me vois faire ça avec des millions, avec plein de virtual assistantes ou même des entrepôts? Est-ce que c'est un truc qui me branche vraiment? Et du coup, je me suis dit voilà, on va en rester là pour l'instant, on va laisser tourner le business parce que j'avais pas mal automatisé. Et en attendant, on va essayer de faire autre chose. Donc c'est là que je me suis lancé sur YouTube. Voilà, je me suis dit, je sais pas s'il y avait de l'ego ou pas, mais je me suis dit, voilà, j'ai envie de partager un peu et potentiellement de développer aussi des revenus grâce à YouTube, créateur de contenu. Donc je me dis, voilà, je me lance sur YouTube, août 2018, 18 août, je crois, ou 16 août, un truc du genre. 4 mois, rien, voilà, 100 abonnés en 4 mois, donc rien, quoi, clairement. À publier du contenu quand même au moins une fois par semaine. Très compliqué de se lancer. YouTube, ça fait des mois que j'y pensais, tu vois, tu te lances vraiment.
Au bout de plusieurs mois, quoi, tu te galères, tu te dis ah putain, j'ai pas le micro, j'ai pas de caméra, j'ai pas le trépied, que des excuses à chaque fois pour te retarder, tu vois. Et au bout d'un moment, quand t'as bidouillé un truc, tu commences, tu refais la vidéo 50 fois. Donc, voilà. J'en sors pas mal, donc je prends l'habitude. Qu'est-ce qui te fait te lancer quand tu hésites, quand tu passes pas à l'action, quand tu n'arrives pas à y aller? Mindset. Je me dis, ok, si tu le fais pas, il y a des gens il faut bien démarrer un jour, c'est maintenant. Tu vois, faut y aller. Je me pose pas de questions. Moi, j'ai quand même, entre guillemets, l'avantage dans mon tempérament de agir avant de penser. Alors, pas non plus de manière aussi extrême, mais c'est-à-dire que je pense très peu avant d'agir. Je pense, mais juste le nécessaire, quoi. Alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en mode j'y pense pendant 50 ans. Moi, il y a un moment, je me suis dit, bon, ok, vas-y, fais-le, parce que sinon, tu vas y penser 50 ans. Fais-le, et te pose pas de questions, t'oublies tout le reste, et t'y vas. Tu vois, t'y vas, tu fonces. Donc, je fonce. La première vidéo, elle était comment? Moche, très moche. Surtout que j'avais un smartphone qui était pas terrible. Tu sais, je parlais tout doucement parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on m'entende, tu vois, autour de moi, les voisins, tu vois. Tu te dis, j'ai pas envie qu'on m'entende, donc tu t'as pas confiance en toi. Et même sur la vidéo, t'as pas envie de parler fort. Tu te fais petit aussi, tu fais petits gestes de bras, tu te dis, j'ai pas envie de prendre trop de place. Le cadrage est mal fait, le son est nul. Au montage, j'ai fait n'importe quoi, tu sais, j'ai mis une musique trop fort, enfin, la totale, quoi. Toutes les erreurs possibles. Mais après, tu comprends au fur et à mesure. Tu te réécoutes, tu comprends et t'améliores. Et après, c'est vrai que, alors, au début, j'ai posté des vidéos qui n'ont rien à voir. C'était plutôt sur comment gérer son argent, parce que c'est un domaine que j'aimais beaucoup. Et les finances personnelles commençaient à exploser aux États-Unis. Sur YouTube. J'ai essayé un peu de déceler un peu les trucs qui étaient tendances. Et on a vu aux States, il y a Graham Stephan, des personnes comme ça, Meet Kevin, qui ont des chaînes qui ont plusieurs millions d'abonnés sur les finances personnelles. Donc moi, je me dis, vas-y, go. Alors, ils étaient au tout début, hein, eux, mais je sentais le truc, je me dis, go, on va parler de ça. Sauf qu'au bout de 10 vidéos, j'ai fait le tour, je me dis, putain, le mec, il a même pas de cash, il a jamais fait de cash et il parle de finances personnelles, quoi. Il y a un moment, on va arrêter de dire apprenez à économiser 50 balles, tu vois. Il y a un moment, j'en avais marre, ça me saoulait. Je voulais taper du plus gros et je me suis dit, si j'apprends aux gens à écouter 50 euros, à économiser 50 euros, jamais ils vont m'acheter un programme à 100 euros, tu vois. Enfin, ça a pas de sens, ça a zéro sens. Donc, je vais partager ce que j'ai vécu en e-commerce parce que j'ai quand même eu des petites expériences. Voilà. C'était pas énorme, mais il y a quand même un truc. Donc, j'ai partagé, première vidéo que je fais sur le sujet. Première. Elle explose. Fin d'année, elle tournait à 2-3 000 euros, 2-3 000 vues par jour. Euros, ça aurait été mieux. Mais, non, 2-3 000 vues par jour. Et là, aujourd'hui, elle doit être à 120 000, un truc du genre. Bon, ça fait 2 ans et demi, hein. Mais 120 000. Et l'avantage de ça, alors c'est pas seulement les vues, on s'en fout, mais c'est qu'il y a eu un gros taux d'abonnement, justement parce que c'était nouveau, les gens ils se disaient putain, ils parlent d'un truc nouveau un petit peu, alors c'était pas nouveau sur le papier, mais sur YouTube si, et du coup j'ai attiré toute cette audience d'e-commerce qui justement avait un peu raté avec Shopify, etc., le dropshipping, et s'est dit il y a un nouveau truc, donc je vais aller voir ce que c'est. Et il y en a beaucoup qui sont abonnés, tu vois. Quoi. Alors un petit peu, mais aussi une opportunité, et ça a aidé aussi des gens. Mais c'est vrai qu'il y a le syndrome de l'objet brillant, exactement. Et j'ai pris, peut-être avec cette vidéo, j'ai dû prendre 5000 abonnés, tu vois. Ouais. 5000 abonnés, donc et forcément quand tu as des abonnés, tu les nourris, effet boule de neige. Voilà, la prochaine vidéo fait 2000 vues, celle d'après 2000, 2000, 2000, 10 000, 20 000, puis tu vois, après... Comment tu gères les premières critiques négatives? Très mal. Très, très mal. Tu te prends personnellement, tes limites, t'insultes la personne qui te fait une critique. Ça, c'est la première étape. Après, quelques mois après, la deuxième étape, c'est plutôt tu te remets en question, tu doutes et en fait, tu t'insultes toi-même. Après, tu arrives à une autre étape où tu supprimes le commentaire. Et maintenant, moi, j'en suis à une étape, c'est soit j'ignore, je m'en fous, mais vraiment, genre, ça me fait rien. Soit je fais une blague. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la dernière étape, je pense. Comment tu gères ton entourage? Comment tu leur dis, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Non, à l'époque. Je fais des vidéos sur YouTube. Comment est-ce que tu fais pour faire une vidéo en osant crier ou parler plus fort devant ta caméra? Comment est-ce que tu fais pour commencer un peu à assumer ce petit truc secret que tu faisais dans ta chambre? C'est très compliqué. Alors, j'avais la chance quand même d'avoir mon appart à l'époque. Je faisais ça dans mon appart, mais bon, il y avait des voisins, et même les voisins, ça me faisait peur. Mais moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est les amis qui tombent dessus et qui se foutent de ta gueule, tu vois. Et c'est vrai que je l'ai dit à personne. Bon, il y avait que ma petite amie qui était au courant. Sinon, personne savait. Et j'ai eu le malheur, un jour, attention, de envoyer des messages automatiques sur Instagram avec un bot. Et il y avait un ami qui me suivait. Et il a reçu la vidéo en message privé. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde?
tu vois. Donc, et forcément, après, ça casse la barrière. Bon, il y en a un qui se fout de ta gueule. Il le montre à tous les autres. C'est terminé, on n'en parle plus. Et puis après, on avance. Et en fait, au final, je pense que c'est une barrière nécessaire à péter parce que bah, tu peux pas réussir sur YouTube sans que personne ne le sache. Ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Donc voilà. Enfin voilà, c'était compliqué à gérer au début. Il y a une certaine peur qu'on le découvre, mais aujourd'hui, enfin je veux dire pas aujourd'hui, mais dans les semaines après, plus aucune peur. Et aujourd'hui d'ailleurs plus aucune peur non plus. N'importe qui peut le savoir. Je m'en fous complètement. Forcément après il y a l'autorité maintenant, donc c'est aussi plus simple quand quelqu'un le découvre. 100 000 abonnés, bon c'est plutôt lui qui est choqué. Mais ouais, c'était dur. Mais après je pense que ta question concernant tout ce qui est la gestion de la voix, parler plus fort, des choses comme ça, c'est qu'une question d'entraînement. Voilà, je pense que c'est à force de le faire, tu vas te rendre compte que sur ta vidéo, tu parles bas, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peut-être aussi, c'est un déclic, hein, c'est des déclics, mais c'est en fait, si à chaque vidéo que tu sors, tu l'améliores de 1% et que tu en fais 300 dans l'année, bah la 300e, ça va être du lourd, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Pas se dire, ma vidéo elle doit augmenter de 50% à chaque vidéo, mais se dire, chaque vidéo, j'améliore de 1%, j'améliore un petit truc. Et au bout d'un moment, bah, la qualité, elle est dingue, quoi. Comment tes parents ils vont réagir quand tu leur dis, bon, bah voilà, en fait, l'école de commerce, tout ça, devenir cadre. Non, je vais vendre des trucs sur eBay et faire des vidéos sur YouTube. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Honnêtement, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai réussi à vivre de mon business pendant que j'étais encore en alternance. Ok. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'alternance, je faisais, allez, non, 300, 400 euros de bénéfices par mois. Et à la fin de l'alternance, je faisais 37 000. Donc, on était quand même à un moment où, il y a eu une explosion, ce qui est assez drôle. Et du coup, ils ne se sont pas forcément posé la question, mes parents, parce qu'ils n'ont pas vu le début où j'étais tranquille sur YouTube, ça, ils l'ont pas vu. Ils ont vraiment vu quand j'ai commencé vraiment à leur dire, bah voilà, j'ai une activité et j'en vis. Bah voilà, tu vois, il se pose plus la question. Après, s'il en vit, bah voilà, il fait ce qu'il veut, hein. Tu vois, c'est sa life. Donc, ils se sont pas vraiment posé la question. Ils ont commencé à s'intéresser. Et là, c'est les moments un peu chiants où tu dois expliquer ce que tu fais. Tu dois expliquer ce que tu fais en e-commerce. Donc là, ils comprennent pas. Ils disent, mais je comprends pas, là. Je ne comprends pas. Comment ça peut faire de l'argent? Donc, il y a ça. Et après, bah, c'est là où tu dois expliquer sur YouTube que tu fais des vidéos. Et forcément, quand tu leur expliques, tu dois leur montrer. Donc forcément, là, il y a des petits moments de gênance un petit peu, hein, des moments de flottement, comme on dit. Mais après, ça passe bien une fois que c'est fait. Puis après, bah, forcément, hein, tu as toujours quand même le parent qui like toutes les vidéos, qui commande toutes les vidéos qui arrivent. Ça, c'est mon fils, tu vois. Non, ils n'étaient pas comme ça. En vrai, ils n'étaient pas comme ça. Mais parfois, tu vois, ils repartagent. Mon père est toujours comme ça. Il est comme ça? Grave. Ah là là, bah c'est bien, c'est génial. Non, bah mon père était plutôt à repartager des choses, tu vois, mais plus en mode sympa. Pas en mode ça c'est mon fils, plus en mode sympa, je repartage, tu vois, les choses comme ça. Donc moi, ça me dérangeait pas du tout. Ils l'ont plutôt bien pris. Mais je pense que par contre, si j'avais dû quitter mon job ou mes études pour lancer un business à côté qui n'était pas forcément rentable, ou alors quitter les études, les arrêter pour un business rentable, là, il y aurait peut-être eu plus de freins et plus de débats. Ouais, il y aurait plus de débats. Là, il n'y a pas de débat. J'ai validé le diplôme. Au pire des cas, il reprend un job, tu vois. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé alors entre 500 et 37 000? Qu'est-ce qui a entre fait la 500 et différence? 37 000, il s'est passé que mon audience a explosé en numéro 1, que les stratégies marketing ont été bien développées. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à mettre une stratégie d'email marketing, une stratégie de capture d'email, de capture de lead. J'ai commencé à sortir des produits. Au début, j'avais pas de produits. Monétisation de communauté. C'est le lancement de l'infoprenariat. C'est ça qui a accéléré. C'est pardon? Le lancement de l'infoprenariat, c'est ça qui a Ouais. accéléré. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'en fait, au début, donc j'ai lancé mon premier infoproduit, j'ai fait quelques milliers. Et ensuite, je me suis rendu compte que bah, je pouvais faire un produit par mois, ça marchait assez bien. Et en fait, ça permettait de dégager un bon CA tous les mois, tu vois. Et que, évidemment, en plus, moi, comme je développais plein de compétences dans mon business, j'avais plein de trucs à dire, j'avais plein de mini-business qui commençaient à tourner, je lançais des microservices, des choses comme ça. Et je me disais, bah voilà, je vais faire un produit par mois pour mon audience. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre ces chiffres-là. Alors, j'ai quand même beaucoup stagné à 15 000 pendant de mars à août à 15 000. Et en août, on a fait 37 000. Donc, pourquoi? Parce que la réponse, elle est simple. C'est que j'ai sorti un produit qui a cartonné d'un coup.
et que la chaîne YouTube explosait vraiment, donc j'avais de plus en plus de leads. Donc forcément, les deux associés. Et se lancer dans l'infopreneuriat, commencer à vendre ses compétences qu'on a parfois même pas encore. Comment tu as vécu ça? Comment tu t'es vu faire ça? Quand tu t'es fait critiquer pour ça, comment est-ce que tu as réagi? Alors, c'est assez complexe. C'est vrai qu'au début, il y a ce syndrome de l'imposteur qu'on connaît beaucoup. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand je venais de me lancer sur YouTube et que je partageais mes vidéos sur des groupes ou des trucs comme ça, et que les mecs me disaient ah, toi, t'essaies de devenir coach, t'essaies d'apprendre aux gens comment faire, mais t'y arrives même pas toi, tu vois. Ça, c'est vraiment les messages qui font mal. C'est quand t'es vraiment au début et que t'as encore quasiment rien fait. Après, quand je commençais à vendre mes produits et mes services, je me posais un peu moins la question, mais c'est vrai que j'avais cette peur. Moi, j'avais cette peur de vendre, surtout ça. Cette peur de dire, OK, je leur envoie un mail pour leur dire que j'ai un nouveau produit. Ça me faisait flipper. Je me disais, putain, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont m'insulter, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que la plupart le prenaient bien. Et pourquoi ils le prenaient bien? Parce qu'en fait, j'avais développé une communauté avec mes vidéos, donc des gens qui s'étaient attachés à moi, entre guillemets. Et c'était pas du trafic froid, tu vois, c'était du trafic chaud. Donc, c'était des personnes qui étaient ouvertes à ce que je partage ce que je fais, ouvertes potentiellement à mes produits. Alors, évidemment, il faut quand même garder une certaine mesure. Il ne faut pas faire un produit tous les 3 jours. Mais il y avait quand même ce côté, c'est une communauté. C'est pas juste j'envoie un mail à des gens qui m'ont vu une fois. Pour certains, si, quand même, parce que quand tu as une grosse base mail, après, bah, forcément, il y a des touristes. Mais globalement, c'était très, très bien pris. Et les personnes qui étaient le plus engagées avec mon audience et avec moi, c'était très, très bien pris, en général. Ok. Et donc, ça va t'aider à casser la barrière, ça va t'aider à prendre confiance en toi et… Exactement. Exactement, j'ai pris confiance en moi. Et surtout, je voyais que beaucoup de personnes parlaient de ce syndrome de l'imposteur, que c'était compliqué à gérer parfois. Et j'avais très bien compris que… Enfin, sur ça, j'ai pas trop eu de problème. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit, ce truc-là, je sais que je l'aurai. Il faut juste le passer. Voilà, il faut juste le passer. Et c'est vrai qu'aussi, un autre truc, c'est que moi, je me suis pas forcément spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire que je me suis pas dit, je suis copywriter, je suis je ne sais quoi, je suis spécialiste e-commerce. Et c'est pour ça, et tu as dû le remarquer, que ma chaîne, il n'y a pas que des vidéos sur eBay. Parce que je ne voulais surtout pas qu'on me dise je suis un expert eBay. Je ne voulais surtout pas être catégorisé là-dedans. Parce que oui, j'ai eu un business qui a bien tourné sur eBay, mais je voulais pas qu'on me dise c'est monsieur eBay ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que justement, pour pas qu'il y ait ce syndrome de l'imposteur qui naisse en moi avec… parce que je sais que je suis pas le meilleur expert eBay. Il y en a d'autres qui sont très bons. Mais je voulais pas être cette casquette. Je voulais avoir la casquette du petit hustler qui était chez lui, qui lançait plein de petits business et qui arrivait à vivre de ça. Tu vois, c'était ça la casquette que je voulais. Et je pense que ça a aidé aussi à pas avoir ce côté imposteur parce que, enfin, ce syndrome, parce que je me suis pas mis de casquette tout seul. Tu vois. Et ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir justement. D'habitude, on dit de se nicher. Moi, je me suis pas niché justement. Et c'est ça qui m'a aidé en fait. Parce que tu pouvais faire ce que tu voulais sans vraiment te prendre au sérieux ou sans te prendre la tête ou sans définir On pouvait me qui dire je t'étais. suis expert eBay. Bah non, regarde ma dernière vidéo. Je parle de Pinterest. Il ouvre le rapport. Tu vois. C'était vraiment ça que je voulais. C'est-à-dire avoir vraiment une liberté au niveau de mon contenu aussi et pas me dire que je suis coincé dans un contenu. Parce que eBay, au bout de 15 vidéos, j'ai compris le truc venir, tu vois. J'ai vu le truc venir. Je me suis dit, ah ouais, 15 vidéos, mon audience, c'est très eBay. Si j'en fais 50, ça va être très dur de changer après. Je suis mort, Donc, ouais. je me suis dit, voilà, je vais viser plus large et en vise long terme. Et aujourd'hui, du coup, c'est des millions de vues, des milliers de personnes qui ont suivi tes programmes et tes formations et qui lancent des petits business side hustle comme toi et certains d'autres, des business beaucoup plus ambitieux. Pierre Elliott, selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? C'est une très bonne question. Je pense qu'on le devient. Je pense que… Alors évidemment, il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres, entre guillemets, les traits de caractère de l'entrepreneur, bien évidemment, je pense. Mais je pense qu'il y a des compétences C'est aussi quoi qu'on peut développer. 3 traits de caractère d'un entrepreneur, ça serait quoi? 3 traits de caractère d'entrepreneur, bah, ne pas avoir peur du risque, je pense. Vraiment être… voilà, ne pas avoir peur du risque. Ça, c'est le premier. Avoir de l'ambition. Voilà, forcément, si tu es entrepreneur et que tu n'as pas d'ambition, bah, tu vas un peu nulle part. Et alors ça, c'est plutôt ma touche perso. C'est toujours tout remettre en question. C'est pas parce qu'on te dit un truc qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut le faire. Il faut remettre en question. Moi, par exemple, on me dit parfois, bah tiens, test pour ton programme YouTube Ads. Moi, ça a bien marché. Vas-y, fais le test.
bah, moi, je fais mes propres tests. Voilà, j'écoute pas enfin, j'écoute ce qu'on me dit, mais dans une moindre mesure. Et après, en fait, ça rejoint aussi le salariat, parce que quand on est jeune, on nous dit voilà, faut être salarié, etc., etc. Bah, remettez tout en question. Est-ce que ce qu'on vous dit c'est vrai? Est-ce que la personne qui vous dit ça, elle a accompli ce que vous avez envie d'accomplir? Si elle l'a pas accompli, ça sert à quoi de l'écouter? À rien. Pas mal. Voilà, c'était ma phrase. Et donc, du coup, tu disais, on le devient. Il y en a certains qui naissent avec un peu les traits de caractère de l'entrepreneur. Ouais, Mais je pense. Ouais, je pense qu'il y en a qui, en fait, je pense qu'il y en a qui naissent avec, entre guillemets, des points supplémentaires, on va dire, des vies supplémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, Elon Musk, bah, tu sais que c'est un mec, voilà, qui a beaucoup d'ambition. C'est un mec qui a du génie, qui est créatif. C'est très utile, ça, quand t'es entrepreneur, d'avoir tout ça. Il y en a qui sont plutôt gestionnaires. C'est un trait de caractère qui est aussi très utile. Mais je pense que si on est vraiment avec, entre guillemets, aucun trait de caractère qui s'apparente à être entrepreneur, forcément, il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts pour le devenir. On peut le devenir, mais il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts, apprendre beaucoup plus de choses, développer beaucoup plus de compétences et de traits de caractère, justement, pour être entrepreneur. Donc, il va falloir se former, il va falloir aussi peut-être avoir un mentor, peut-être un associé qui va nous compléter, parce qu'on n'aura pas forcément peut-être tous les traits de caractère pour être solopreneur, il faudra peut-être être avec quelqu'un d'autre, voilà. Je pense que n'importe qui peut l'être, mais que n'importe qui, pardon, on va refaire la phrase. N'importe qui peut l'être, mais pas tout le monde doit mettre la même énergie et les mêmes ingrédients pour y arriver. Il y en a qui doivent faire plus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'humain, mais il y en a qui doivent faire plus. c'est quoi le succès? Le succès, pour moi, c'est subjectif, ça. Voilà, il y en a qui vont dire c'est la grandeur, c'est l'argent, il y a d'autres choses, il y a l'amour, il y a la liberté. Chacun définit sa réussite. Je pense que le succès, c'est quand tu as atteint tes propres objectifs que tu t'es fixés et pas quand tu as atteint les objectifs du C'est quoi le succès voisin. pour PE alors? Pour moi, c'est de vivre ma life, d'être indépendant, voilà, de vraiment décider, avoir le choix des choses, avoir le choix des responsabilités que je prends, des choses que je mets en place dans ma vie. Je veux toujours avoir le choix et que tout ce que j'ai mis en place, c'est moi qui l'ai décidé. Évidemment, il y a toujours des événements dans la vie qui font que bah, parfois tu maîtrises pas tout. Par contre, c'est toi qui décides comment tu réagis à ces événements. Et moi, je veux toujours être dans cette optique-là. Peu importe ce qui arrive, je veux toujours pouvoir décider de ma vie. Et pour moi, c'est ça ma réussite. Voilà. Je vis quelque chose de très grand, évidemment, avec le projet que je viens de lancer. Il y a vraiment beaucoup de choses à venir qui sont extraordinaires. Mais la chose principale, c'est vraiment rester maître de mes propres choix. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je pense que on est toujours dans cette quête du bonheur et j'ai été dans cette quête du bonheur, toujours à courir après un petit peu la roue de hamster en te disant si j'ai ça, je serai plus heureux. Si je suis là, je serai plus heureux. En fait, si t'es pas heureux à un endroit, tu seras pas heureux à un autre. C'est l'intérieur qui va pas, quoi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai fait beaucoup d'introspection et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus heureux qu'avant. C'est vrai qu'avant, je me posais plein de questions. Aujourd'hui, je me sens bien et je pense qu'avec les projets qui arrivent en plus, ça va être encore mieux dans les mois à venir. C'est quoi la recette du bonheur alors selon PE? Bah, je pense que c'est lié justement à la question du succès que tu m'as posée, c'est-à-dire il faut être cohérent avec le succès qu'on veut, avec ce qu'on veut atteindre. Donc, si tu arrives à atteindre tes objectifs, pour moi déjà, tu seras heureux, mais il y a aussi, très important, c'est de vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire toujours dans la gratitude de l'instant présent et comprendre que c'est bien de viser toujours plus, d'aller toujours plus loin, de viser tes objectifs, mais que la vie, ça se passe aussi là, maintenant, tout de suite. Et il faut trouver un juste milieu entre justement tous ces éléments et chacun est différent. Donc, il faut faire aussi une introspection, moi que j'ai beaucoup fait, c'est-à-dire se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qu'il me faut? Et pas simplement se dire je veux la vie du voisin, je veux la vie de cette personne que j'ai vue sur Insta. Il faut vraiment être dans cette introspection, quoi. Toi qui étais du coup et qui t'es caractérisé toi-même comme étant un jeune hustler, avant de te laisser partir pour tes prochaines interviews, est-ce qu'aujourd'hui tu as toujours cette vision de le succès c'est difficile, il faut galérer pour réussir, il faut bosser plus dur que tout le monde, il faut outwork les gens, c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment chez Gary Vee, et c'est vraiment cette idée finalement du succès dans la douleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce que tu penses qu'il est possible d'être heureux, de kiffer sa vie tout en développant des projets? Alors, c'est assez marrant parce que je pense un peu les deux. Je pense un peu les deux. C'est-à-dire que
Je pense que la première barrière, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que le premier business que tu vas lancer, le premier projet, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices, il faut te donner, il faut vraiment te tuer à la tâche quasiment. C'est le premier business. Moi, je me suis tué à la tâche. La première année, c'était très, très difficile. Je pense qu'après, quand ça commence à tourner, que tu as vraiment de nouvelles compétences, que tu vas plus vite, que tu as peut-être délégué un petit peu, tu peux vraiment bien kiffer ta vie, avoir des projets qui tournent sans aucun problème. Par contre, je pense que quand tu es en lancement d'un nouveau projet, donc comme moi actuellement, mais aussi quand j'ai lancé mon premier projet, je pense qu'il faut te tuer à la tâche. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui l'ont pas compris, parce qu'il y en a qui vont dire work hard, il y en a qui vont dire work smart. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut travailler intelligemment et travailler dur si tu veux vraiment accomplir de grandes choses. Si tes objectifs sont assez petits, parce qu'il y en a qui ont des petits objectifs, et d'ailleurs, je respecte totalement, mais si par exemple, ton objectif, c'est de gagner 2000 euros par mois avec ton business, tu peux work hard au début et après juste mettre en place des automatisations et travailler intelligemment et que ça tourne tout seul, sans aucun problème. Par contre, si tu as de très gros objectifs, je sais pas, que tu veux monter une multinationale, j'en sais rien, bah là forcément tu peux pas juste y arriver en work smart, tu vois. À un moment il va falloir aussi mettre les mains dans le cambouis et passer à la vitesse supérieure et faire des sacrifices, quoi. Skill, raconte-nous, tu as 1 minute pour pitcher Skill avant de devoir partir. Allez, la Skill, c'est une plateforme de streaming pour les solopreneurs et indépendants, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver plein de masterclass premium pour apprendre des compétences en 1 heure top chrono. Aujourd'hui, le problème avec la formation en ligne, c'est que il y en a trop. Il y a une sorte d'overdose de formation en ligne. Il y en a partout, sur toutes les thématiques, avec des faux experts. La qualité n'est pas forcément bonne. Trop de théorie. L'école, c'est pareil, trop de théorie. Nous, on apprend aux gens des compétences clés pour devenir indépendants, solopreneurs, développer leur propre activité, vivre la vie selon leurs propres règles et tout simplement, vivre leur vie, quoi. Et qui se rendent pas compte à 50 ans qu'ils sont passés à côté de leur vie. Voilà. Nous, c'est vraiment ça. C'est créer une expérience au sein d'une seule plateforme. Tout ça pour le prix d'un abonnement Netflix ou presque. C'est sur un système d'abonnement avec une qualité de production audiovisuelle au top. C'est ce que vous avez lancé il y a quelques jours, quelques semaines. On en est où là? Ouais, exactement. Alors, en fait, on avait lancé une bêta test en novembre 2020 qui avait plutôt cartonné, donc c'était gratuit pour les bêta-testeurs. Là, on a tout refait, etc. Et on a créé nous-mêmes les contenus, donc en interne. On a une équipe de tournage avec 3 caméras vraiment dignes d'un film. C'est vraiment quali de chez quali. Et notre but, c'est vraiment que devant ces masterclass, on se sente comme devant un film. Donc là, on est passé sur la version 1 de Skill, donc qui est payante, comme tu l'as dit, avec un abonnement. On a lancé ça le 22 avril. Donc, il y avait un lancement sur la bêta-test au début, juste sur les bêta-testeurs, la communauté. On a eu plus de 200 abonnés à la plateforme, donc c'est des abonnés récurrents, évidemment. Et là, depuis une semaine, on a lancé le lancement donc, public. Et depuis le lancement public, donc là, on est à 300 abonnés récurrents en tout, en sachant qu'il y a plusieurs paliers de lancement. L'objectif à la fin mai, c'est 500 qu'on atteindra très probablement, puisqu'il y a différents paliers. Il y a un lancement partenaire. Il y a aussi le lancement sur la communauté de Pablo qui doit lancer à l'instant où je suis en train de parler. Il y a aussi un lancement presse après. Voilà, il y a différents paliers de lancement et notre objectif, voilà, c'est d'avoir 500 à la fin du mois et à la fin de l'année, 5000 abonnés récurrents. Si ça vous intéresse, les amis, que l'on discute de Skill, du lancement, du plan marketing, j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui, mais malheureusement, le temps se fait rare. Dites dans les commentaires juste en dessous, c'est avec grand plaisir que je réinviterai PE pour qu'on parle de Skill en détail, du lancement, du plan marketing, des galères qu'il y a eu à lancer cette boîte qui demande beaucoup plus de logistique, de travail, d'aller en profondeur qu'un simple business en ligne en dropshipping qu'on pourrait lancer sur un premier business. C'est avec grand plaisir que je te réinviterai pour qu'on parle de tout ça. Je te laisse filer pour justement aller assurer ton lancement. Bonne réussite à vous et puis on en reparlera dans tous les cas. Merci d'être venu partager ton histoire. Allez, merci beaucoup Enzo. Tes galères et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.